Dans un petit village paisible, au milieu des collines verdoyantes, vit Sarah, une jeune femme de 22 ans au regard tendre et déterminé. Elle est connue pour sa bonté, sa discrétion et son sens du sacrifice. Son père, Abdoulaye, souffre d'une maladie cardiaque depuis des mois. Les médecins sont clairs. Sans traitement spécialisé en ville, il n'aura plus beaucoup de temps. Malgré sa douleur, Sarah prend une décision. Je dois partir, papa doit vivre, même si je dois tout laisser derrière moi. Elle fait sa valise, remplie de vêtements simples et du collier en or terni que sa mère lui offre. Ce collier, c'est tout ce qu'il nous reste de ta grand-mère. Il t'apportera peut-être chance. Ou vérité. Elle monte dans un vieux car poussiéreux qui descend vers la ville. À travers la vitre, elle regarde les champs défiler, les visages familiers disparaître. Ses mains tremblent, mais son cœur est solide. Je vais réussir. Pour lui. À son arrivée à la gare routière de la ville, la chaleur et le bruit l'écrasent. Tout est différent du village. Les klaxons, les passants pressés, les regards indifférents. Elle serre son sac contre elle, tente de se repérer. Soudain, une agitation attire son attention. Un vieil homme s'écroule sur le trottoir, main sur la poitrine, visage pâle. La foule s'écarte. Personne ne bouge. Quelqu'un peut appeler une ambulance. Crie Sarah. Sans attendre, elle se précipite, glisse ses bras sous les épaules du vieux monsieur et le soutient. Elle trouve un taxi, le force presque à les prendre. Dans la voiture, elle lui tient la main. Tenez bon, je ne vous laisserai pas mourir. À l'hôpital, les médecins la félicitent. Si vous n'aviez pas agi aussi vite, il n'aurait pas survécu. Après quelques heures, l'homme reprend connaissance. Dans la chambre, une famille élégante entre, bien habillée. L'homme désigne Sarah. Voici l'ange qui m'a sauvé. Elle est arrivée comme une lumière. C'est Lionel, fondateur d'un empire industriel, père d'un des hommes les plus puissants de la ville. David Diallo, PDG d'une entreprise renommée. Pendant la visite, Lionel, reconnaissant, prend Sarah à part. Je suis un vieil homme, j'ai connu beaucoup de gens, mais ta bonté est rare. Tu mérites d'être dans cette famille. Il appelle David, son petit-fils, un homme charismatique d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume sobre et soigné. David salue Sarah avec courtoisie, mais sans émotion. Lionel annonce. Je veux que tu épouses cette jeune fille. Une âme comme la sienne est un trésor. Sarah sursaute. David, surpris, refuse poliment. Grand-père, tu ne peux pas imposer ça. Mais Lionel insiste. Sarah est mal à l'aise. Elle n'a jamais pensé à se marier. Elle veut seulement travailler et aider son père. Finalement, pour faire plaisir à Lionel qui croit ne plus avoir beaucoup de temps, Sarah et David acceptent un pacte. Ils formeront un couple en apparence pour le rassurer, sans mariage légal. Pas de sentiments, pas de promesses, dit David froidement. Je n'en attends pas plus, répond Sarah en baissant les yeux. Mais au fond d'elle, un malaise s'installe. Pourquoi ce David lui semble-t-il familier? Le lendemain, très tôt, Sarah se prépare pour son premier jour de travail. Elle ignore totalement que l'entreprise dans laquelle elle va travailler appartient à David. David, sachant cela, décide de ne rien lui dire. Par jeu? Par curiosité? Par prudence? Lui-même ne le sait pas vraiment. Il l'accompagne en voiture, et elle descend devant un grand immeuble de verre. Sarah entre, impressionnée par le luxe et la modernité des lieux. Elle se présente timidement à l'accueil. Bonjour, je suis Sarah. Je viens pour le poste de femme de ménage. On l'accompagne au vestiaire, puis dans les couloirs. Elle enfile sa blouse de travail, regarde ses chaussures usées, respire profondément. Dans les bureaux, elle croise Rosa, une manageuse élégante mais hautaine. Rosa la fixe de haut en bas. C'est toi la nouvelle? Tu pues encore la terre de ton village. Ici, on ne salit pas les tapis, on les nettoie. Derrière Rosa, d'autres employés ricanent. On l'oblige à laver devant tout le monde, on la traite comme une moins que rien. Frotte bien, paysanne. Le PDG arrive, et crois-moi, dès qu'il te verra, il te virera sur le champ. Sarah garde la tête basse, le cœur battant. Elle sent les larmes monter, mais elle tient bon. Et soudain la porte de l'ascenseur s'ouvre. David entre dans la pièce, calme, imposant. Silence total. Tous les employés se lèvent.
Il s'approche lentement de Sarah, voit sa blouse tachée, ses mains rouges, ses yeux humides puis se tourne vers Rosa et les autres. Qui a osé la traiter ainsi? Rosa tente de mentir, bafouille. David se fâche. Vous êtes tous virés. À partir d'aujourd'hui, que personne ne lève la voix sur Sarah. Sinon, je vous jure c'est la porte. Sarah est figée. Elle comprend à cet instant. David est son patron. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Parce que je voulais voir comment tu serais traité. Et maintenant je sais. Quelques jours après l'incident à l'entreprise, la marraine de David, une femme influente mais simple et discrète, décide de venir lui rendre visite à l'improviste pour rencontrer Sarah, dont Lionel lui a parlé. Elle s'habille sobrement, robe longue, foulard de coton, sandales sans maquillage, sans bijoux. À première vue, elle ressemble à une simple dame de passage, pas à une femme riche et puissante. À son arrivée, elle entre dans le hall de l'entreprise. Elle regarde autour d'elle, cherchant son filleul. Mais Rosa, en la voyant, fronce les sourcils. Et vous là qui vous a laissé entrer? Ce n'est pas un marché ici. Sortez avant que j'appelle la sécurité. La marraine tente de parler calmement. Je suis ici pour voir Daacé. Ces campagnardes qui cherchent des hommes riches me fatiguent. Sécurité! Hurle Rosa. 2 agents de sécurité arrivent et commencent à la bousculer. D'autres employés rient, la traitent de folle, de vagabonde. Les insultes fusent. Sarah, passant dans le couloir, entend le vacarme et reconnaît le visage doux de la vieille dame. Quelque chose en elle lui dit que cette femme n'est pas une simple inconnue. Elle s'interpose. Vous n'avez pas honte? Et si c'était votre propre mère qu'on traitait ainsi? Je vous interdis de la toucher. Rosa crie qu'elle dégage, elle n'a rien à faire ici. Et toi aussi, tu la suis. À ce moment-là, David entre dans le hall, calme mais son regard est noir. Il voit les gardes, Rosa, Sarah et sa marraine au sol. Et elle hurle. Arrêtez immédiatement. Elle est ma marraine. Silence de mort. Les visages se figent. Rosa commence à paniquer. Je ne savais pas, je pensais que tu ne penses pas, Rosa. Tu juges. Et tu as insulté la seule personne qui m'a élevé comme un fils. Tu n'as plus ta place ici. Mais sa marraine intervient doucement. Ce n'est pas la peine, David, je suis venu pour une bénédiction, pas pour un scandale. Elle prend la main de Sarah, puis celle de David, les amène dans le bureau de direction. Elle les bénit à voix basse, et dit à Sarah: Tu es une lumière. Ne laisse jamais l'ombre t'éteindre. Même dans cette maison de verre. Puis elle repart, sans rancune, laissant David et Sarah dans une tension silencieuse. Depuis cette journée, Sarah devient plus distante avec David. Elle évite ses regards, fuit ses attentions. Pourtant, chaque fois qu'il s'approche, son cœur bat. Un soir, dans la salle de repos, elle entend une conversation entre 2 employés. Tu sais que David est amoureux d'une autre depuis des années? Une fille riche, Maya je crois. Il ne l'a jamais oubliée. Ces mots frappent Sarah comme un éclair. Elle murmure. Alors pourquoi est-il avec moi? Pour faire plaisir à son grand-père? Pour jouer les héros? Ce doute la ronge. Même quand David l'invite à dîner, lui offre un collier, elle reste froide. Tu ne crois pas en mes sentiments, n'est-ce pas? Je crois que tu veux bien faire. C'est suffisant. David la regarde longuement. Il sent qu'elle cache quelque chose, mais il n'ose pas briser la barrière qu'elle a élevée entre eux. Un jour, un grand concours de musique classique d'entreprise est lancé en ville. Les plus grandes entreprises s'y inscrivent. À la clé, une grande visibilité médiatique et un financement important pour un projet d'innovation. Rosa, toujours manageuse à ce moment-là, se propose immédiatement. Je suis la plus talentueuse ici, je chanterai pour représenter l'entreprise. David accepte, à contre-cœur. Le soir de l'événement, la salle est bondée, les entreprises concurrentes brillent. Rosa entre sur scène en robe rouge. Mais dès qu'elle commence à chanter, sa voix tremble, son ton est faux, les gens commencent à chuchoter. Elle est hors tempo, elle n'a pas la maîtrise vocale en coulisses. Sarah, qui accompagnait une autre collègue, regarde la scène. Elle se souvient de son passé, au village, elle chantait dans les fêtes, dans l'église, avec passion. Je peux essayer. Je ne promets rien, mais je peux le faire. Les membres de l'équipe hésitent, puis lui laissent le micro. Sarah monte sur scène. Silence. Elle ferme les yeux, respire,
et commence à chanter une mélodie envoûtante, fusion de classique et de folklore. Et la salle se lève. Les jurys sourient, notent frénétiquement. À la fin de la prestation, standing ovation. David reste bouche bée. Les larmes aux yeux. Elle est incroyable. Sarah ramène le trophée à l'entreprise. Rosa, humiliée, quitte la salle sans dire un mot. Le lendemain, David convoque une réunion d'urgence. Il est temps de récompenser les vrais talents. Il retire le poste de manageuse à Rosa, officiellement pour ses fautes répétées, et le propose à Sarah. Sarah est choquée. Mais je ne sais pas gérer une équipe, je n'ai jamais eu ce genre de responsabilité. Tu apprendras. Tu as du cœur, de l'intelligence, du courage. Ce sont les vrais critères de leadership. Après insistance, elle accepte. Elle devient la nouvelle manageuse. Mais cette nomination provoque un séisme dans l'entreprise. Rosa entre en rage. Dans l'ombre, elle commence à manigancer. Elle promet vengeance. Et dans sa rage, elle prépare un piège. Depuis la nomination de Sarah en tant que manageuse, l'entreprise rayonne, l'ambiance s'adoucit, la productivité augmente, et même les clients sont plus satisfaits. Mais dans l'ombre, Rosa rumine sa vengeance. Elle ne supporte pas d'avoir été remplacée, surtout par celle qu'elle considère comme une fille du village sans mérite. Un jour, une employée entre en panique dans le bureau de David. « Monsieur. Mes bijoux en or, mes boucles d'oreilles de famille ont disparu. » David déclenche une fouille administrative, selon le protocole. Et là, les bijoux sont retrouvés dans le sac de Sarah, soigneusement dissimulés. Un silence de plomb tombe sur le bureau. Tous les regards se tournent vers elle. Ce n'est pas possible. Je ne les ai jamais pris, s'écrie Sarah, bouleversée. David reste figé. Le doute s'empare de lui, malgré son amour. Il sent son cœur se serrer. Pourquoi? Pourquoi tu ferais ça, Sarah? Sarah, les larmes aux yeux, je ne l'ai pas fait. Mais si tu crois que je suis capable d'un tel acte, alors tu ne me connais pas. Elle quitte le bureau, blessée. Mais dans le bureau de surveillance, un technicien entend parler de l'affaire et décide de revoir les caméras de sécurité discrètement. Et là, il découvre une vérité glaçante. Une autre employée, complice de Rosa, a placé les bijoux dans le sac de Sarah pendant qu'elle nettoyait une pièce. David, furieux, convoque tout le personnel. Devant eux tous, il montre les images, prouvant l'innocence de Sarah. À partir d'aujourd'hui, toute tentative de sabotage ou d'intimidation sera punie par la loi. Sarah ne dit rien. Mais dans son cœur, une fissure s'est creusée. Après cette affaire, Sarah se sent trahie, blessée, vulnérable. Elle commence à faire des malaises, à se sentir fatiguée, à avoir des nausées. Un matin, en retard pour le travail, elle passe discrètement à la pharmacie. Test de grossesse, positif. Elle s'assoit sur un banc, le cœur tambourinant. Un mélange de peur, de surprise, et de doute. Je suis enceinte et il ne sait rien, et s'il ne veut pas de moi? Sarah décide de garder le secret. Elle écrit une lettre d'au revoir, range ses affaires, et prévoit de quitter la ville pour retourner au village, élever son enfant seule. Mais ce soir-là, Rosa, dans un dernier plan diabolique, engage 2 hommes cagoulés pour enlever Sarah. Alors que Sarah sort du supermarché, un van s'arrête brusquement, les portières s'ouvrent, elle est kidnappée. Sarah se réveille ligotée sur un lit, dans une maison abandonnée. Elle est battue, affaiblie, menacée. Les hommes cherchent à lui faire peur, à la faire disparaître pour de bon. Pendant ce temps, David découvre sa lettre de départ et, ne la voyant pas rentrer, panique. Il alerte la police, mobilise des agents privés, lance une alerte disparition sur toutes les chaînes locales. Après 24 heures d'enquête, une piste est trouvée. La police interpelle les 2 ravisseurs et localise la maison. Quand ils arrivent, Sarah est inconsciente mais vivante. Elle est transportée en urgence à l'hôpital. David reste à son chevet. Le médecin sort de la salle. Elle est hors de danger. Et le bébé va bien. Le bébé, répète David, choqué. Il entre dans la chambre. Sarah est réveillée. Elle détourne le regard. Tu m'as caché que tu étais enceinte? Je voulais partir. J'ai cru que tu aimais une autre. Mais c'est faux. Tu es la seule que j'aime, depuis toujours, même quand on était enfant au village. Je t'ai reconnue dès le premier jour, Sarah, mais je t'ai laissé te révéler à ton rythme. Sarah éclate en larmes. Ils se prennent dans les bras.
Leur cœur se recolle. Le lien est plus fort que jamais. David, pour clore cette histoire et rétablir la justice, prépare un plan final. Il organise une soirée de gala pour célébrer les 30 ans de l'entreprise et invite Rosa personnellement. « Je veux te parler. Peut-être te faire une surprise, lui dit-il, feignant la douceur. Rosa, croyant que David veut enfin lui avouer son amour, se pare d'une robe somptueuse, talons dorés, coiffure parfaite. Elle arrive avec assurance, prête à régner à nouveau. La fête bat son plein. Les projecteurs s'éteignent. David monte sur scène. Silence total. Ce soir, je dois faire une annonce. Une demande en mariage, mais pas à qui vous pensez. Rosa sourit, persuadée d'être la star de la soirée. Je veux vous parler de l'amour, de la loyauté, de la lumière. Je veux parler de Sarah. Ma compagne, ma sauveuse, la mère de mon enfant. Celle que j'ai aimée depuis l'enfance. Un murmure parcourt la foule. Rosa blêmit. Puis l'écran géant s'allume et montre toutes les preuves, les manipulations de Rosa, les caméras, les enregistrements, les témoignages. Rosa, tu as essayé de détruire une femme qui ne t'a jamais fait de mal. Mais aujourd'hui, la vérité éclate. La police surgit. Rosa tente de fuir, mais est arrêtée, sous les regards choqués. Tout ce que tu as tenté de briser, Rosa, nous le reconstruirons. David se tourne vers Sarah, à genoux, sort une bague. Épouse-moi, ici, maintenant. Pour toi. Pour nous. Pour notre enfant. Sarah, les larmes aux yeux, accepte. Les applaudissements remplissent la salle. Le scandale provoqué par la révélation publique des manigances de Rosa secoue toute l'entreprise. Le lendemain, plusieurs journaux économiques titrent le PDG David et la manageuse Sarah, une histoire d'amour et de courage face à la trahison. Sarah devient une figure d'inspiration, une femme humble, venue du village, qui a fait preuve de force, d'intégrité et de compassion. Dans les jours qui suivent, elle commence à prendre confiance dans ses nouvelles responsabilités. Avec le soutien de David, elle suit des cours en gestion, commence à diriger des projets internes et met en place un comité contre le harcèlement dans l'entreprise. David, lui, ne la quitte pas d'une semelle. Chaque matin, il l'attend pour aller ensemble au bureau. Chaque soir, ils dînent ensemble en riant, recréant une tendresse qu'ils avaient perdue durant les conflits. Un soir, ils se retrouvent dans un restaurant calme en bord de mer. David prend la main de Sarah. Tu sais, tu m'as sauvé plus d'une fois. D'abord en sauvant mon grand-père. Ensuite en m'apprenant à aimer avec le cœur, et non avec le pouvoir. Sarah sourit, le ventre légèrement arrondi. Et toi, tu m'as donné une vie que je n'aurais jamais osé rêver. Quelques mois plus tard, alors que l'entreprise continue à prospérer, le grand jour arrive. En pleine réunion stratégique, Sarah ressent de fortes contractions. David bondit de sa chaise et l'amène en urgence à la clinique. Toute l'équipe, l'hôpital, la famille de David et même d'anciens employés viennent attendre impatiemment la nouvelle. Après des heures de travail, le médecin sort enfin félicitations. C'est un garçon. Et la maman se porte à merveille. David entre dans la chambre. Sarah tient le bébé contre elle. Le petit est paisible, avec des cheveux bruns et un petit nez pointu. David s'approche, les yeux humides. Bienvenue dans ce monde, mon fils Daniel. Il décide de l'appeler Daniel, qui signifie repos, paix, pour symboliser la fin des tempêtes et le début d'une vie douce. Ce jour-là, David fait une promesse à Sarah, devant leur enfant: plus jamais personne ne te fera du mal. Je suis à toi, entièrement, et pour toujours. Après la naissance de Noah, Sarah demande une chose à David: revenir quelques jours dans son village, là où tout a commencé. David accepte. Ils partent en voiture avec leur bébé, laissant les affaires de l'entreprise à un adjoint temporaire. Arrivés au village, les gens les accueillent comme des héros. Le père de Sarah, aujourd'hui en meilleure santé grâce aux soins que sa fille a pu lui offrir, prend son petit-fils dans les bras, ému. Ma fille, tu es devenue une reine, mais tu es toujours mon petit trésor. Sarah retrouve ses anciennes amies, son ancienne école, les ruelles où elle courait enfant. Ce voyage l'apaise, la reconnecte à ses racines. David aussi ressent quelque chose, c'est ici qu'il l'avait rencontrée enfant, à un mariage traditionnel, et il se souvient de ses tresses, de son rire. Tu sais que je t'avais aimé avant même de savoir que c'était de l'amour ? Lui murmure-t-il en la regardant danser lors d'un petit bal de village.
Ce séjour marque le début d'une nouvelle promesse, ne jamais oublier d'où l'on vient, peu importe où l'on va. De retour en ville, David et Sarah organisent une cérémonie de mariage officielle, entourés de leurs proches, leurs collègues, et tous ceux qu'ils ont croisés dans leur aventure. Sarah arrive dans une robe ivoire simple mais élégante, avec des motifs traditionnels de son village brodés à la main. David porte un costume sur mesure, avec une broche représentant une fleur de leur village natal. Le mariage est sobre mais magnifique. Le grand-père de David prononce un discours. Quand j'ai demandé à David d'épouser Sarah, je croyais lui imposer quelque chose. Mais en vérité, je ne faisais que réveiller un amour ancien. Rosa, elle, est en prison avec ses complices. Elle regarde l'événement à la télévision, rongée de remords et de jalousie. Mais la vie suit son cours, sans elle. Quelques mois plus tard, Sarah fonde une fondation pour les jeunes filles défavorisées issues de villages, leur offrant des bourses et des opportunités de formation. David nomme Sarah PDG de l'entreprise, à la surprise générale. Ensemble, ils dirigent avec humanité, et Noah grandit dans une maison pleine de rire, d'histoire et d'amour.